En manchette, l'ancien terrain de la console à la baie est cédé à la ville de Saguenay et la ministre Mélanie Joly veut promouvoir l'offre touristique de la région sur le plan international. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du jeudi 24 janvier 2019. Produits forestiers résolus cède l'ancien terrain de la console de la baie à Ville de Saguenay pour la somme symbolique d'1 $. L'annonce a été faite ce matin en conférence de presse et il s'agit du dernier développement dans cette saga qui dure depuis plus de 10 ans. L'entreprise a cependant émis certaines conditions. Voici un reportage de Nicolas Lamotte. L'ancien terrain de l'usine de Port-Alfred devra par exemple être à vocation publique. Produits forestiers résolus espère ainsi créer un lieu où les familles pourront profiter de la beauté du fjord en toute saison. Pour Résolu, on voulait en faire la cession ou le don, mais c'était important que ça soit utilisé pour un site touristique ou un parc avec la vue, mais pas utilisé pour spéculation ou immobilier, projet immobilier ou quelque chose comme ça. Pour le moment, rien n'a été décidé au niveau de la ville quant à ce qu'il adviendra du terrain. Mais une chose est sûre, l'objectif est de le redonner aux citoyens et la mairesse de Saguenay s'est dite heureuse du dénouement de la situation. Toute cette saga-là se solde par un très bel événement, soit la récupération, la donation du terrain du site de l'ancienne usine de la console, la récupération pour la population de ce merveilleux site qui porte énormément d'histoire et qui représente beaucoup pour la population de la baie, mais également la population de Saguenay. Fermée en 2004, l'ancienne usine de Port-Alfred qui occupait l'endroit a été démolie il y a quelques années. Il reste aujourd'hui un ancien terrain industriel dont le sol a été décontaminé par PFR. Afin d'éviter des problèmes, l'entreprise préfère que le lot ne soit pas utilisé pour y construire un quartier résidentiel. En 2016, un accord similaire à la vente d'aujourd'hui avait été signé, puis annulé l'année suivante car Saguenay souhaitait la collaboration de PFR au cas où le sol s'avérait toujours dangereux. Des propositions ont déjà été faites pour ce qui est de la future utilisation du site. Certains voudraient en faire un parc récréatif accessible au public. L'administration Néron va se pencher sur les projets possibles au cours de l'année 2019 et des travaux pourraient débuter dès 2020. Nicolas Lamotte, ATM Nouvelles. Grâce au plan de stratégie nationale touristique, la ministre du Tourisme, Mélanie Joly, désire axer sur les atouts de la région pour inciter les touristes internationaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, le député de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, ainsi que le président de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Larouche, et le président de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Martin Soucy, ont appuyé Mme Joly dans son allocution cet après-midi lors d'un panel touristique au Delta Saguenay. Marc-William Gagné, en quoi consiste le plan de stratégie nationale touristique en ce qui a trait à la région? Eh bien, cette stratégie-là consiste à faire croître le secteur touristique et à créer des emplois touristiques partout à travers les régions du pays. Et pour faire accroître le secteur touristique, eh bien, la ministre du Tourisme, Mélanie Joly, a affirmé qu'il fallait créer des emplois dans le domaine touristique qui se prolongent. Et on peut l'écouter à ce sujet. On doit s'assurer d'avoir des touristes, pas juste l'été, mais aussi toute l'année. Et également, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, a proposé de miser sur un accueil chaleureux de la part de la population saguenayenne à l'égard des touristes internationaux. Et elle a également proposé de développer davantage le créneau des croisières. Et elle a cité comme exemple la venue du Disney Magic l'année dernière qui, rappelons-le, a attiré plus de 10 000 touristes internationaux selon les données de promotion Saguenay et des touristes d'ailleurs qui étaient très satisfaits de l'accueil des Saguenayens. Maintenant, en ce qui concerne le président de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Larouche, eh bien pour sa part, il a suggéré d'axer vraiment sur la beauté du fjord, notamment en favorisant l'accessibilité aux plages pour les touristes internationaux. Et pour le député de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, et le président de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Martin Soucy, ils ont dit qu'il fallait collaborer ensemble sans concurrence, notamment entre toutes les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour accroître vraiment l'offre touristique ici dans la région. Qu'en est-il d'un service de douane à l'aéroport de Bagotville?
Eh bien, il faut savoir, en fait, que les douanes de Bagotville, en fait, un service de douane à l'aéroport de Bagotville permettrait de recevoir des vols directs et donc d'inciter davantage les touristes, dis-je, internationaux à rester en région. Et par rapport à ça, eh bien, Mélanie Joly a affirmé que des mesures pour gérer les aéroports étaient dans la stratégie nationale du tourisme et on peut l'entendre à ce propos. Il y a de l'argent sur la table parce qu'on a énormément de sommes présentement pour nos infrastructures, particulièrement pour nos aéroports. Et donc, elle collabore avec le ministre des Transports, Marc Garneau. La stratégie fédérale du tourisme devrait être dévoilée au public au printemps prochain. Merci beaucoup, Marc-William. Au revoir. Une femme de 45 ans a été arrêtée à Alma ce matin lors d'une perquisition des policiers de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Les policiers ont perquisitionné un appartement de la rue Harvey-Ouest, 1000 comprimés de méthamphétamine, près d'un demi-kilogramme de cannabis, des médicaments d'ordonnance, de l'argent et du matériel relatif au trafic de stupéfiants ont été saisis sur place. La dame comparaîtra au cours des prochaines semaines. Elle devrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de possession et distribution de cannabis illicite. 4 personnes ont été arrêtées dans le démantèlement d'un réseau de vente de stupéfiants par les policiers de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs hier à Saint-Félicien. La présumée tête dirigeante du réseau, Richard Gaudreau-Tremblay, a comparu au palais de justice de Roberval hier vers 15 heures. L'homme de 22 ans, déjà sous probation, fait face à des accusations de possession et trafic de stupéfiants. 2 autres membres actifs du réseau, âgés de 25 et 26 ans, ont été arrêtés et remis en liberté en journée. Ils devraient comparaître au courant des prochaines semaines sous des accusations de possession, trafic et stupéfiants et recel d'argent. Une femme d'une quarantaine d'années est décédée ce matin après que son véhicule soit entré en collision avec un poids lourd aux limites de la réserve faunique des Laurentides. L'accident s'est produit vers 10h20 au kilomètre 67 de la route 175 près de Stoneham. La victime conduisait une petite voiture qui aurait dévié de sa voie. La victime a succombé à ses blessures en fin d'avant-midi. Rien de majeur toutefois à signaler à Saguenay. Les automobilistes sont invités à faire preuve de toute prudence. La maison de soins palliatifs du Saguenay présente un bilan positif depuis son ouverture à la mi-octobre. Son taux d'occupation a atteint 78,5 %, signe qu'elle répond à une demande qui existait sur les territoires du Saguenay. Voici un reportage de Marie-Lou Bonenfant. La maison de soins palliatifs du Saguenay répond aux besoins d'une clientèle adulte atteinte d'une maladie incurable et dont la condition ne leur permet plus de séjourner dans le domicile familial. Elle a déjà accueilli 60 personnes depuis son ouverture et plus de 300 bénévoles y travaillent quotidiennement. Le responsable des communications et des relations publiques de la maison, Élie Lalancette, assure que sa construction était nécessaire. On sait qu'on travaille pour une maison qui était un besoin ici au niveau régional. Il y avait un besoin, un très grand besoin d'une maison spécialisée en fin de vie comme on a présentement. Et ça, c'est capital. L'ensemble des meubles que l'on retrouve dans la maison ont été donnés gratuitement à l'organisme. Le directeur général de la maison de soins palliatifs du Saguenay, Jean-Pierre Simard, soutient d'un autre côté que les dons monétaires sont nécessaires pour rembourser la construction de la maison. Une campagne de levée de fonds est organisée jusqu'à la mi-mars pour amasser l'argent qui couvrira l'emprunt qu'ils ont dû faire auprès de leurs institutions financières. La construction de la maison dépend de l'organisme communautaire. Le ministère ne subventionne pas pour la construction de la maison. Cette maison-ci, ça a une valeur de 5,2 millions. La maison dispense gratuitement des soins auprès des patients, à l'exception des médicaments. Les sommes manquantes pour couvrir le budget d'opération après les subventions du gouvernement s'élèvent à 650 000 $ et sont couvertes par des activités récréatives. Cette maison-là, c'est une maison qui appartient à la population et c'est pour les besoins de la population. La construction de la maison de soins palliatifs du Saguenay a coûté près de 5,2 millions $. La campagne de financement actuellement en cours servira à rembourser ce montant. Ici Marie-Lou Bonenfant, ATM Nouvelles, Saguenay. Carl-Emmanuel Villeneuve, présumé meurtrier d'Alexandre Larouche, demeurera incarcéré durant la durée des procédures judiciaires. L'accusé avait demandé de retrouver sa liberté en attente de son procès, mais le juge Raymond W. Pronovo a rejeté sa requête jeudi matin. L'avocat de Villeneuve, maître Jean-Marc Fradette, pense amener la décision en appel. Comme maître Fradette en faisait mention au journal Le Quotidien, s'il en va autrement, il fera une demande afin que le procès se fasse devant un juge et juré dans les plus brefs délais.
Le maire de Roberval, Sabin Côté, a plaidé coupable ce matin au palais de justice de Roberval à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Il devra payer une amende de 2 500 $ et effectuer 150 heures de travaux bénévoles. L'événement est survenu dans la nuit du 23 au 24 juin dernier. M. Côté avait percuté un cône dans une zone de travaux. Le Jonquiérois Patrice Fortin écope d'une peine de 6 mois après avoir été plaidé coupable de possession d'une arme avec une intention dangereuse, de possession de 16 comprimés de méthamphétamine, de bris de condition et du vol d'une paire de jeans et d'une voiture qu'il a accidentée quelques minutes seulement après l'avoir démarré. Le client de maître Charles Quentin s'est fait oublier de la justice depuis une dizaine d'années, mais la perte de son emploi et la séparation qu'il a vécue l'ont ramené dans l'enfer de la consommation de stupéfiants. Il avait été condamné à 24 mois de détention pour un vol qualifié en 2005. Après 25 ans de militantisme, le conseiller municipal de Jonquière, Jean-Marc Crevier, souhaite toujours la révision de la fiscalité des barrages de Rio Tinto. Il affirme qu'il y a une ouverture pour ce projet au sein du conseil municipal. Ma collègue Eliane Pilote l'a rencontré ce matin. Bonjour, M. Crevier. Bonjour. Donc, vous avez eu des refus face à ce projet, notamment de la part de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, ainsi que la mairesse Josée Néron concernant la taxation de barrages. Comment vous réagissez à ça? Bien, peut-être une petite rectification. Oui? La mairesse n'a pas eu un refus de sa part. OK. C'est plus la ministre OK, Laforêt, qui trouvait ça compliqué de réouvrir tout ce débat-là. La mairesse, au contraire, même on a eu une rencontre encore pas plus tard que hier. OK. Puis il y a déjà des pourparlers qui est en train de se faire au niveau de la région, au niveau de la taxation des barrages. Dans son cas de Mme Néron, elle a fait la tournée de la région, a rencontré les préfets, les maires, puis tout ça. Puis ils sont en train de regarder tout le dossier de la taxation. Autant le dossier du pacte fiscal au niveau du Québec, puis ce pacte-là, moi, que j'appellerais plus un pacte régional, quand on parle de la taxation des barrages. Donc, il y a une certaine ouverture. Ah, oui. Au OK. niveau de Saguenay, oui. La ministre, elle a fermé la porte même avant, je dirais même avant de regarder le dossier. J'ai trouvé ça tout de même plate. Pas tout seul à avoir trouvé ça plate. Moi, je pense que, je ne sais pas, c'est un manque d'expérience de sa part. Elle aurait dû minimalement rencontrer les intervenants, donner la chance aux gens de la région qui sont en désaccord avec la taxation des barrages, les représentants d'être capables de rencontrer soit le ministre des Ressources naturelles, soit le premier ministre, à la limite. Là. Au moins d'offrir cette possibilité-là, puis à fermer la porte tout de suite quand ça a sorti. OK. Puis, justement, est-ce que les autres membres du conseil, vous sentez un certain appui de leur part? Est-ce que vous avez l'impression de faire cavalier seul là-dedans? Ah non, absolument pas. Non. Je vous le dis, là, la mairesse est dans le dossier. Là, elle continue. C'est comme Mme Néron dit souvent, on n'a pas le même style. Elle a un style plus, on va aller convaincre, on va aller discuter, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être potable dans ce dossier-là. Puis c'est pas juste une entreprise, parce que les gens disent souvent que c'est RTA. C'est pas un RTA. Tu as Elkem Metal dans le dossier, tu as Résolu aussi. Puis quand tu regardes la taxation des barrages, puis tu regardes un peu ce que les autres donnent en termes de mégawatts produits au niveau de la région, sont de loin supérieurs à ce qu'une partie de RTA donne au niveau de Saguenay. Puis même au niveau de la région, RTA, qui est une grande entreprise, grand producteur d'électricité privée, donne des montants différents, que ce soit Alma par rapport à Saguenay, ou que ce soit le Haut-du-Lac par rapport à Saguenay, ou le Haut-du-Lac par rapport à Alma. Tu sais, il y a des appels, il y a des anomalies dans ce dossier-là. Puis moi, je pense que la meilleure des façons, le gouvernement du Québec pourrait peut-être régler ce dossier-là, mais moi, être à la place particulièrement de RTA, je provoquerais une rencontre avec les intervenants qui représentent les citoyens au niveau de la région, qui rencontrent les préfets, les maires, puis qui discutent de cette problématique-là. Moi, je pense qu'on serait mieux d'essayer de trouver une solution à l'interne que d'aller se faire dicter quelque chose à l'externe. Puis, justement, mis à part la mairesse, est-ce que vous ressentez un certain appui des conseillers? Ah, les conseillers sont, moi, je dirais que la presque totalité là, sont tous en arrière de cette démarche-là. Mais c'est comme on dit, il n'y a pas une personne qui est égale. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour mettre une pression? C'est sûr, moi, je suis peut-être du genre à mettre un petit peu plus de pression, à aller expliquer le plus possible à la population c'est quoi la problématique. Puis à partir du moment où il y a
je dirais pas un soulèvement, mais les gens vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas correct là-dedans, bien, les paliers de gouvernement risquent peut-être de bouger un petit peu plus. Puis, justement, est-ce que vous avez des exemples où d'autres régions ont augmenté des taxes au niveau là, des barrages? Bien, le problème qu'on a, on est la seule région du Québec avec un producteur privé d'une telle ampleur. Si on prend en termes de taxation, Québec, ils ont à peu près 25 ou 30 000 de taxation de barrages privés. Il n'y en a pas. Les seuls qui se rapprochent, non, ils ne se rapprochent même pas de nous, là, mais qui sont plus que Québec, c'est Bécomo, qui avait un barrage qui est privé là, mais le gouvernement du Québec, vu que ça allait mal à un moment donné, ils ont acheté une partie du barrage. Ça devient quasiment un barrage qui est public. Tous les barrages du Québec sont publics. Puis au niveau de la région ici, la plupart de l'électricité qui est produite est faite en grande partie par RTA. OK. Puis, justement, si jamais cette hausse-là de taxes que vous me parlez se concrétise, pensez-vous que Rio Tinto va respecter l'engagement de créer plus d'emplois? Bien, ça, de toute façon, moi, là, c'est comme l'expliquer de façon rapide. Si on ferait la production qui est faite ici au niveau de la région là, par RTA, si on ferait la même production avec de l'électricité comme les autres alumineries du Québec, on parle de Trois-Rivières, Québec, Loralco, puis c'est à Côte-Nord, eux autres, ils produisent de l'aluminium avec de l'électricité d'Hydro-Québec au Tarifel. Si on prendrait le Tarifel pour produire la même production ici, ça coûterait de 600 à 700 millions de plus à l'entreprise. Il y en a, là, parce que quand on parle de la différence de la taxation, on ne parle pas en termes de centaines de millions, là. On parle de millions, c'est sûr, mais pas en termes de plusieurs dizaines de millions. Ça serait tout de même surprenant que RTA s'en aille avec ses alumineries, avec ses barrages. Puis pour partir avec ses barrages, il faudrait qu'ils partent avec le Saguenay et le Lac-Saint-Jean en même temps, là. Ça, ce côté-là, ça ne m'inquiète pas du tout. Ils ont comme des obligations, puis ils ont un avantage énorme à rester ici. OK. Puis justement, est-ce que vous comptez maintenir votre position jusqu'à l'adoption du prochain budget pour que ça se concrétise, pour que ça se réalise peut-être un jour? Bien, ça fait, moi, dans mon cas, ça fait 25 ans que j'en parle. C'est pas une année ou deux qui vont m'empêcher de dire on va arrêter, là. Moi, à l'époque, quand j'étais dans un autre vie, je travaillais justement pour RTA. Puis je disais, j'ai dit, c'est-tu normal que c'est juste la grande entreprise qui profite de cette énergie-là? Je disais, j'ai dit, c'est tellement avantageux pour eux autres, ça serait le fun un peu s'ils partageraient avec les gens, les PME de la région, les gens qui veulent transformer de l'aluminium puis tout ça. Bien, si on serait capable de les avantager eux autres, on créerait beaucoup plus d'emplois au niveau de la région. Ça, c'est un discours que je tiens depuis 25 ans. Puis là, ce qui est le fun, c'est que je ne suis pas le seul à penser ça. Non, c'est ça. Donc, vous comptez garder votre point. Ben oui. Parfait. Ben oui. Ben, vous êtes la meilleure pour la suite. M. Crevier, merci d'avoir été des nôtres. Ben, mais ça me fait plaisir. Bye. Le laboratoire Phytochemia de Saguenay devrait bientôt rejoindre les 52 entreprises déjà autorisées par Santé Canada afin de mener des tests sur le cannabis commercial. Selon le directeur du développement de l'entreprise, Hubert Marceau, la compagnie devrait obtenir le sceau de l'organisme gouvernemental d'ici 2 à 3 semaines. Santé Canada exige que 5 tests soient réalisés avant que le cannabis produit puisse être mis en circulation. Le taux de THC, les pesticides, les mycotoxines, la contamination microbienne et les métaux lourds doivent être notamment mesurés. Selon Radio-Canada, une résidence pour aînés sur 3 au Saguenay-Lac-Saint-Jean ne possède toujours aucun gicleur, malgré les règles instaurées après la tragédie de l'île Verte. L'incendie d'un établissement pour aînés près de Rivière-du-Loup dans la nuit du 23 janvier 2014 a entraîné dans la mort 32 personnes. Une partie de la résidence n'était d'ailleurs pas munie de gicleurs. Les maisons pour aînés ont jusqu'en 2020 pour installer un système de gicleurs adéquat conforme au règlement de la Régie du bâtiment adopté après le drame. À l'échelle provinciale, près de la moitié des maisons pour aînés ne répondent toujours pas à cette conforme. L'école secondaire Camille Lavoie d'Alma a dû être évacuée sur l'heure du midi en raison de présence d'une forte odeur de fumée. Vers 13h10, les pompiers ont découvert des morceaux de papier qui avaient été brûlés tout près de l'entrée des autobus. La direction de l'établissement a suspendu les cours pour le reste de l'après-midi. La semaine sans fumée se tient jusqu'au samedi 26 janvier prochain. Encore en 2019, 18,3 % des Québécois de 12 ans et plus fument, soit près de 1,3 million de personnes. Voici le reportage de Josiane Jonf. Les effets négatifs de la cigarette sur la santé sont maintenant bien connus. En plus de causer 16 cancers différents et d'être à l'origine du tiers des autres, le tabac cause 21 maladies chroniques, dont l'asthme, le diabète et la dysfonction érectile.
La fumée du tabac tue plus de 10 000 personnes au Québec chaque année, ce qui représente 4 fois plus que les meurtres, l'alcool, les accidents de la route et les suicides réunis ensemble. Qu'en est-il de la vapoteuse, ce phénomène qui connaît une explosion impressionnante autant chez les jeunes que chez les anciens fumeurs de cigarettes? Je fumais la cigarette avant, puis là, j'ai décidé que ça allait faire moins de dommages à mes poumons, en fait, avec la vapeur qu'avec la fumée. Fait que là, bien, de ce côté-là, je suis capable de recommencer à courir, je suis capable de recommencer mes activités, puis c'est sûr que l'odeur aussi, c'est quelque chose qui était un problème pour moi. Questionnée sur le sujet, la porte-parole du CIUS mentionne que présentement, les données amassées et fournies ne permettent pas de savoir si vapoter serait nocif pour la santé. C'est une alternative et qui contient moins d'ingrédients que la cigarette. Donc, je peux affirmer ça aussi, malgré que je ne pourrais pas dire que c'est moins nocif, parce que la loi ne me le permet pas. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup moins d'ingrédients. On parle de 3 à 4 ingrédients à l'intérieur des liquides qui composent le produit qui se vaporise. La fumée de cigarette contient pour sa part plus de 4000 substances chimiques, notamment de l'arsenic, du goudron et du monoxyde de carbone. Moi, ça fait 4 ans et demi que j'ai arrêté de fumer. Je vapote depuis ce temps-là, OK? J'ai pas eu le goût de recommencer à fumer, pas le moins du monde. La porte-parole du défi, Jared Gigang, recommande aux fumeurs d'essayer d'abord d'arrêter de fumer avec les médicaments déjà reconnus comme les timbres, qui sont sûrs et régis par des lois strictes. Créée à la base pour aider les fumeurs à se débarrasser de la cigarette, la vapoteuse séduit maintenant les adolescents. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 11 % des jeunes du secondaire ont fumé une cigarette complète au cours de leur vie, tandis que plus du double ont vapoté en 2016 et 2017. Les dispositifs nouvelle génération en forme de clé USB avec le système Bluetooth ou résistant à l'eau sont très attrayants pour les jeunes. Il va y avoir un phénomène social avec ça. C'est-à-dire que la personne, l'adolescent, souvent va vouloir se mettre à fumer pour être dans la gang. Donc, il y a un petit côté rebelle. Alors, les rebelles, on les embarque toutes dans l'armée des fumeurs. En mai 2018, le gouvernement fédéral a adopté la loi sur le tabac et les produits de vapotage afin de réglementer certains aspects. Des dispositions limitent la vente de produits du tabac et de vapotage aux mineurs et l'utilisation par les fabricants de certains arômes qui sont attrayants pour les jeunes. Également, la réglementation du vapotage est la même que celle de la cigarette. C'est-à-dire que le vapoteur doit être à 9 mètres de toute porte et d'entrée d'air, ne pas vapoter dans un parc, un lieu public ou à l'intérieur. Pour le moment, la vapoteuse semble aider plusieurs gens à cesser de fumer. Nous en saurons plus prochainement sur ses effets négatifs sur la santé. Ici Joséanne Jonf, ATM, Saguenay. Après avoir tout juste terminé la captation du Grand Gala Célébration 2019, le réalisateur Pierre Séguin travaille déjà sur des projets pour la nouvelle année, entre autres avec l'artiste Grégory Charles. Il poursuit également ceux déjà entamés, comme la production du grand spectacle de la Fête nationale de Montréal, ainsi que la 32e édition du Téléthon Enfants Soleil en juin prochain. Aussi, il procédera bientôt à une captation musicale avec le chanteur Jean-Pierre Ferland. Émilie Gagnon, le réalisateur, est passé voir des étudiants en arts et technologies des médias aujourd'hui. Oui, effectivement, Jasmin. Il faut savoir que Pierre Séguin est un ancien étudiant, donc il a réalisé le programme dans l'option télévision en 1983. Donc, pour lui, revenir au cégep, c'est comme faire un retour aux sources. Et puis, ça lui permet également de se mettre à jour par rapport au programme, par rapport aux nouveautés. Donc, aussi, il m'a mentionné en entrevue ce matin qu'il aurait aimé, lui également, avoir eu des personnes de l'industrie, donc de l'industrie dans le milieu, qui viennent le visiter pour lui en apprendre plus sur ce qui se passe sur le terrain réellement. Et oui, donc, on se souvient que M. Séguin a fait de grandes réalisations au courant de sa carrière et même d'ailleurs encore aujourd'hui. On le reconnaît d'ailleurs pour l'émission de variété La Petite Vie. Donc, je lui ai demandé, si on lui offrait un poste d'enseignant au cégep de Jonquière et voici sa réponse. Bien, pas pour le moment, parce que je suis encore dans ce que j'aime faire présentement. Je suis réalisateur d'émissions de variété, de trucs en direct. La télé, ça m'allume beaucoup encore. C'est sûr que je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va nous proposer. Donc, il le dit, la télévision l'allume et l'allumera encore très longtemps. Donc, il ne se voit pas enseigner pour le moment aux élèves d'ATM.
Malgré ça, Émilie, est-ce que le réalisateur reste proche du public? Oui, effectivement, le réalisateur aime en fait connaître l'avis de ses spectateurs. Il aime savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient. Donc, ça lui permet aussi de découvrir là, les artistes qui sont in, comme on peut dire, et puis là, vraiment là, d'être proche de son public, on l'écoute. C'est toujours bon de connaître le pouls des gens qui nous entourent. Et puis, je le fais aussi avec les étudiants ici, les étudiantes, parce qu'il faut connaître, c'est important. Moi, j'ai 56 ans, là, je viens d'avoir 56 ans, et je veux rester connecté avec les gens pour que quand on fasse des émissions, justement, on soit à la bonne place. Donc, on sent vraiment que c'est un homme passionné. Oui, il le fait parce qu'il aime ça, mais il le fait surtout pour ses téléspectateurs, pour qu'eux apprécient ses réalisations, là, son travail. Merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie. Stéphanie Requin-Tremblay veut confondre les gens qui viennent voir ses œuvres en utilisant des objets aux couleurs, aux formes et aux significations opposées. C'est ce qu'a affirmé, oui, l'artiste lors de son vernissage hier soir à la galerie L'œuvre de l'autre au centre d'exposition de l'Université du Québec à Chicoutimi. Voici le reportage de Coralie Ovington. C'est sur une musique des années 80 que les intéressés ont pu observer les créations de Stéphanie Requin-Tremblay lors de son exposition True Colors. Portant bien son nom, l'œuvre aux couleurs pastel, telles le rose, le bleu ou le jaune, regroupe aussi une panoplie de photos de célébrités décédées. Sur la plupart, les deux opposés étaient placés ensemble, donnant un mélange unique. Je voulais qu'il y ait un côté un peu étrange qui ressort, comme un mix des objets du quotidien, mais qu'en même temps, on ne sache pas trop dans quel univers on est. Selon Stéphanie Requin-Tremblay, c'est aussi une façon de joindre des objets physiques aux objets numériques en leur donnant un sentiment de mort, malgré les couleurs pastel qu'elle a utilisées. Je pense que l'expo reflète ça un peu, le côté très carré, très froid, très contrôlé aussi. Malgré que ce soit l'objectif de l'artiste, certains admirateurs n'ont toutefois pas réussi à ressentir ce sentiment. Moi, c'est drôle, elle parlait de la mort, j'ai pas ressenti la mort. Parce qu'il y a trop de couleurs vives. Son projet artistique, qui a débuté il y a 1 an, est un regroupement de nouvelles et de vieilles œuvres. Cependant, son esthétique aux couleurs pastel date de beaucoup plus longtemps. Bien, c'est mon esthétique. En fait, ça fait à peu près 10 ans que je travaille pas mal dans ces teintes-là, puis avec des éléments de culture populaire. Même si le thème de mort se reflète dans ses créations, Stéphanie Requin-Tremblay espère tout de même que chacun y trouvera sa part de rire. Vous avez jusqu'au 6 février pour voir cette exposition. Sinon, elle sera disponible à la Galerie du Cégep de Jonquière du 15 mars au 15 avril. Ici Coralie Ovington, ATM Nouvelles, Saguenay. Au sport, les activités de la première édition de la Coupe Subway débutent ce soir avec la présentation d'un match de hockey des 4 Chevaliers au Palais des Sports de Jonquière à 19h. Le tournoi se poursuivra au Patro de Jonquière sur des patinoires extérieures jusqu'au 3 février. Mon collègue Mathieu Bédard a rencontré l'organisateur de l'événement, Martin Tremblay. Bonjour, Martin Tremblay. Salut Mathieu, ça va bien? Oui, merci. La Coupe Subway débute ce soir par un match humoristique des 4 Chevaliers. À quel genre de spectacle on doit s'attendre? Oui, en effet, on lance les festivités ce soir. Les 4 Chevaliers, en fait, c'est la même gang qui font le spectacle durant l'été. Ils font des tournées de tous les terrains de balle. C'est avec la gang de Renaud Lefort. Eux, ils ont ramassé ça avec leur père. Ça fait 30 ou 40 ans que ça vit. C'est vraiment axé sur le spectacle. Donc, ils arrivent avec beaucoup de déguisements. Puis c'est un match de hockey, oui, mais c'est vraiment... C'est vraiment PC d'avance, donc ils savent, exemple, qu'à la 5e minute, ça va être Batman qui va arriver avec Robin, tout ça. Moi-même, à soir, je vais être un arbitre, donc je m'attends à me faire entarter une couple de fois. Donc, c'est vraiment pour la famille, c'est vraiment pour faire rire. Puis c'est un beau prétexte pour, justement, pour faire le lancement de la Coupe Subway, pour commencer ça de belle façon. Est-ce que le spectacle de ce soir va être gratuit? C'est gratuit, en fait, au Palais des Sports à compter de 19h. Les billets sont disponibles au Subway du boulevard Harvey. Donc, c'est gratuit, juste se présenter, juste s'assurer qu'on n'ait pas trop de gens. On n'était pas trop sûr de quel genre de réponse qu'on allait avoir. Actuellement, ça va super bien. On a remis 40 billets à chacune des 45 équipes qui étaient inscrites. Donc, on a quelque chose comme 1700 billets qui sont placés. Puis, on a au moins une dizaine d'équipes qui nous ont redemandé peut-être une quinzaine à une vingtaine de billets de plus. Donc, on devrait s'attendre à une foule entre 1000 et 2000 personnes. Fait que ça devrait être assez le fun, là.
Très bien. Mais est-ce que, là, ce soir, c'est gratuit, mais est-ce que le reste du tournoi va l'être aussi ou ça coûte de l'argent? Tout est gratuit. Qu'est-ce qui est le fun quand on a développé ce produit-là? En fait, la Coupe Subway, nous, c'est un projet qu'il y avait déjà dans nos cartons, que ce soit la fête du hockey. Même je pense que je l'avais déjà appelé le festival du hockey. Tout ce qui manquait, parce qu'on a plusieurs projets comme ça qui ne sont pas lancés nécessairement, soit par manque de financement, soit par manque de temps. Quand que Subway nous a appelés, nous ont dit, gars, nous autres, on a une enveloppe budgétaire, publicitaire, on aimerait ça faire quelque chose de gros par rapport au hockey. As-tu une idée? Je dis, bien, justement, on a une assez bonne idée. On est arrivé avec ça. Puis c'est Subway qui paye à grandeur. C'est vraiment le fun. Pas besoin de vendre de billets, pas de stress de savoir si j'arrive au bout de la ligne. Tout ce qu'on a besoin de faire, nous, c'est de se concentrer sur notre programmation puis de livrer la marchandise. Puis c'est qu'est-ce qui est le fun, quand on arrive dans notre domaine de pouvoir faire ça. C'est pour qu'on a mis le paquet vraiment. Les matchs demain, c'est gratuit. On a des... pas demain, excuse-moi, samedi, dimanche. On a des feux d'artifice à chaque jour, feux d'artifice le samedi, feux d'artifice le dimanche. On a des zones d'animation pour les jeunes. On a vraiment gratté à large pour être capable d'offrir le meilleur service possible. Puis est-ce que les conditions météo peuvent jouer un rôle dans le tournoi, dans la présentation du tournoi? Dans la présentation, dans la préparation, nous, on est là-dedans depuis à peu près la mi-novembre. On s'est fait avoir un petit peu avec la météo. La première neige, on ne pensait pas qu'elle allait rester. La première neige, elle a resté tôt. Donc, depuis le mois de novembre, je dis que le site Internet le plus fréquenté sur mon téléphone, c'est officiellement Météo Média. Environnement Canada. Tous les sites de météo, on les consulte. On ne vit que par ça actuellement. C'est compliqué parce qu'on a créé 3 grandes surfaces. On a 3 surfaces de jeu. On a créé les bandes avec les imageries de Subway. On a fait tout de A à Z. La première année est vraiment compliquée à faire. Puis qu'est-ce qui était compliqué aussi, c'est de faire les glaces parce qu'on ne peut pas glacer, dire on glace mardi matin. C'est pas nous qui décidons nécessairement. C'est vraiment Dame Nature. Il n'y a pas toujours collaboratrice. Comme ce matin, il annonçait du verglas. Donc, on est sur les patinoires depuis 5 heures à matin pour être capable de tout déneiger. Il n'y a pas eu de verglas, heureusement, mais on le fait quand même. Donc, c'est un peu le défi qui est continuel, qui est quotidien depuis le mois de novembre. Puis comment ça se déroule, ce tournoi-là? Si je comprends bien, il y a 2 volets dans le tournoi. Oui, il y a 2 volets. Le volet mineur, le volet pour adultes. Première fin de semaine, c'est les équipes de hockey mineur. On a lancé l'invitation, donc les équipes, c'était gratuit. On a 48 équipes qui sont inscrites. Donc, on s'attend à quelque chose comme 600 à 700 jeunes qui vont être là. Fait un x2 pour les parents, plus les grands-parents, tout ça. Donc, au Patro, en fin de semaine, on va avoir quelque chose comme 4-5 000 personnes qui vont être là. C'est pour ça qu'on a vraiment développé la programmation, oui, sur la glace, faire le tournoi, faire les horaires, tout ça, mais on est vraiment rentré avec quelque chose de plus. Juste avec notre ami Éric Tremblay, qui est un historien spécialisé dans la région. On a fait faire une exposition sur l'histoire du hockey régional. Donc, on a 10 panneaux historiques qui vont être dévoilés lors de la fin de semaine, qui vont être légués à la Ville de Saguenay par après. On a des zones d'animation avec Eniso Informatique, donc qui arrivent avec des consoles de jeux NHL 2019, avec des casques de réalité virtuelle pour tous les jeunes. Tout ça, c'est gratuit. On a la zone d'animation du Patro avec le mur d'escalade mobile, avec tout ça. On a également des zones plus ludiques avec des tirs le plus puissants, tirs de précision, tout ça sur des gadgets électroniques. Donc, c'est vraiment plus qu'un tournoi de hockey là, disputé sur des glaces. C'est vraiment un gros événement toute la fin de semaine. En fait, le tournoi, on a vraiment voulu donner la saveur 2M. La saveur 2M, en fait, on fait plusieurs événements sportifs, mais le sport est toujours vraiment, pas mis de côté nécessairement, mais moi, le sport, même à mon titre personnel, ça ne sert pas nécessairement à savoir qui est meilleur ou quoi que ce soit. Le sport sert à vivre des expériences, à vivre des belles choses, à être avec ta gang que tu aimes le plus. Moi, tous les souvenirs que j'ai depuis le temps que je suis petit, quand j'ai fait du sport, c'est pas de savoir j'ai gagné tel ou tel tournoi, mais je me rappelle que j'ai fait tel tournoi, qu'on était hébergé chez telle famille, puis qu'on avait sorti à telle place ou quoi que ce soit. Ça sert à ça, le sport, puis la Coupe Subway va servir à ça. À la fin de l'année, d'après moi, le plus beau souvenir que ces jeunes-là vont avoir de leur année de hockey, c'est pas de savoir qu'ils ont gagné 4-2 un match du samedi matin au Palais des Sports. C'est vraiment de savoir qu'ils ont fait la Coupe Subway. Ils ont triplé durant toute une fin de semaine. Bon, c'est notre objectif, vraiment. Puis rapidement, est-ce que vous comptez faire une deuxième édition dès l'an prochain? C'est sûr. Le contrat est signé pour 3 ans. Donc, quelques Subway nous ont approchés. Nous, on a dit, en fait, c'est vraiment de commun accord. On se dit, quitte à mettre beaucoup d'efforts là-dedans, il faut le faire vraiment sur une longue période. Donc, on a signé pour 3 ans là. Déjà, il y a des pourparlers avec le hockey mineur de Saguenay pour que l'an prochain, toutes les équipes soient dispensées de match dans cette fin de semaine-là et que le tournoi soit obligatoire. Cette année, on a des équipes de Atome, de novices. On a quelques équipes de Pee-Wee, mais le même temps, Midget, ils n'ont pas embarqué. Peut-être par méconnaissance un peu. Peut-être qu'ils pensaient que les
surfaces allaient être plus petites ou quoi que ce soit. Mais je te garantis, les surfaces sont très, très grandes. On est capable d'avoir du fun. Puis c'est pour ça que le volet adulte, la fin de semaine d'après, on est capable de le faire. Oui, c'est du 3 contre 3 pour adultes, mais c'est avec des vrais buts, avec des gardiens de but, tout ça. Donc, on est capable de jouer quand même et avoir du fun. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup, Martin Tremblay. Donc, la Coupe Subway se met en branle ce soir du côté du Palais des Sports avec un match des 4 chevaliers. Et finalement, elle se conclura là, du côté du Patro de Jonquière pour le tournoi. Le curling double mix sera à l'honneur sur les glaces du club de curling de Chicoutimi en fin de semaine, alors que la 7e édition du Challenger Saguenay aura lieu. 24 équipes, dont une dizaine de l'extérieur de la région, se battront pour la couronne à partir de vendredi soir. Les 8 premières équipes, après la ronde préliminaire, passeront au match éliminatoire qui seront tous disputés dimanche. Le Saguenayen Robert Desjardins et sa fille Émilie sont les champions en titre de la compétition. Le duo de l'équipe de l'Hôtel Le Montagnet pointe au 10e rang du plus récent classement canadien. À la météo, Alexandra, il faudra prévoir ses déplacements ce soir. Après une journée plutôt enneigée, Jasmin, le temps se présente cette fois un peu moins favorable dès le début de la soirée. Vous devrez être prudent sur les routes car nous pourrions voir apparaître de la pluie verglaçante au courant des prochaines heures. Il fait présentement moins 4 degrés à Saguenay. Le mercure atteindra le moins 10 ce soir et le moins 20 cette nuit. Pour demain, cette fois, une journée nuageuse avec possibilité d'éclaircies nous attend. Le mercure se tiendra dans les alentours de moins 12 avec moins d'1 centimètre de neige prévu pour la journée. Voilà, c'est ce qui complète notre web journal du 24 janvier 2019. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente soirée. Au revoir.